Smell Talks, un podcast by Nez. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Nez vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Aujourd'hui, nos intervenants évoquent la réglementation des ingrédients pour la parfumerie. Est-ce une barrière à la création ou au contraire une source d'innovation ? Autour de la table, Aurélie Périchet, directrice régionale d'Europe de l'IFRA, Jennifer Dortz, responsable des affaires scientifiques et réglementaires de l'IFRA, et Thierry Audibert, membre du board de la Société internationale des parfumeurs créateurs. Une table ronde animée par Jessica Mignot. Petit rappel, et on en reparlera un peu de l'histoire de l'IFRA, mais c'est l'International Fragrance Association qui est née en 1973 dans une volonté d'autorégulation pour l'industrie du parfum afin d'assurer la sécurité d'utilisation des produits parfumés à la fois pour l'environnement et pour l'utilisateur. Et ce qu'on connaît plus dans le rôle de l'IFRA, c'est ces amendements. Voilà. Ce qu'on connaît moins, c'est ce côté défense et de l'industrie dont on va parler aujourd'hui et qui, j'espère, vous permettra de voir aussi une autre facette de l'IFRA. Est-ce que vous voulez présenter un peu plus le travail de la société ? Oui, alors la Société des parfumeurs créateurs a été fondée il y a maintenant 5-6 ans. Ouais. 5-6 ans, il y a à peu près 250 membres. C'est une société globale, puisqu'elle est internationale. Aujourd'hui, le président, c'est Francis Kurjian. Et nous avons en fait plusieurs comités. Donc, j'ai des collègues qui s'occupent, par exemple, de la charte du parfumeur pour définir un petit peu ce que c'est qu'un parfumeur, dans les termes, en termes de contribution, en termes de travail, de créativité. Il s'avère qu'on a aussi un comité, et moi je suis responsable de ce comité, qui est le comité de liaison avec l'IFRA. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec l'IFRA. D'abord, on connaît les programmes de l'IFRA en termes de tests. C'est une défense, non pas, on ne défend pas pour le plaisir de défendre, on défend sur une base scientifique. L'IFRA, grâce au RIFEM, Aurélie vous expliquera, et Jennifer encore mieux, les processus qui amènent à la réglementation, c'est sur des bases scientifiques. Donc nous, ce qu'on peut faire en tant que parfumeur, c'est, par exemple, dans les priorités. Qu'est-ce qui est une priorité aujourd'hui, sachant que avec le programme REACH, beaucoup de molécules ont été testées, donc on va avoir les États membres qui vont demander des dossiers complémentaires sur des molécules, et il s'avère qu'il y a des molécules qui sont toutes petites en parfumerie, dont on peut s'affranchir éventuellement l'usage. Si demain, cette molécule présentait des problèmes, parce que l'industrie est très claire là-dessus, s'il y a une molécule qui présente un problème, on ne l'utilise plus. C'est pour ça que les anciens parfums, souvent j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais Thierry, moi j'aimais bien le parfum il y a 25 ans, 30 ans. » Alors déjà, il y a la mémoire qui joue, bien évidemment. Mais il y a aussi la formulation. La formulation, on est passé de nitromusc à polycyclique, de polycyclique à macrocyclique. Et donc, le parfum, il évolue. Mais c'est pas plus mal, c'est comme une bouteille de vin finalement. Il faut bien que ça évolue. Donc, s'il y a un problème, on bannira. Mais s'il n'y a pas de problème, on essaiera de la communiquer, de continuer à utiliser. Donc, on travaille avec l'IFRA en faisant des priorités. Bien sûr, il y a d'autres personnes. Il y a le board de l'IFRA avec les présidents des grandes sociétés de parfumerie. On communique lorsque, par exemple, il y a des commissaires européens qui visitent Grasse. Eh bien, j'ai des collègues qui sont allés et qui ont assisté à des visites d'usines pour démontrer que c'est une véritable industrie, qu'on fait très très attention et qu'avant même de protéger les clients, il faut et les consommateurs in fine, il faut aussi protéger nos ouvriers qui sont exposés aux molécules pures. Voilà. Et donc ça, c'est très important de connaître le profil réglementaire des molécules. Donc communication, support, et puis participer à des réunions comme ça où on démontre que finalement une réglementation, c'est pas un problème aussi pour les parfumeurs. Ça permet aussi de faire un petit peu d'innovation en créant des nouvelles formules avec les molécules qui restent dans la palette. Voilà. Merci. Et dans l'ouvrage de l'IFRA, en fait, l'IFRA a mis un point d'honneur à parler de l'essentialité de l'olfaction et de la parfumerie dans nos vies, dans la mesure où, en fait, c'est au-delà de notre parfumerie à nous, celle qu'on voit exposée et qui déjà nous apporte beaucoup de réconfort et de plaisir, c'est aussi beaucoup de choses culturelles dans beaucoup de pays.
Et donc il y a beaucoup de passages qui en parlent dans l'ouvrage. Comment vous défendez aussi cette parfumerie ? Alors, toutes les parfumeries sont importantes. Hein. Je veux dire, on a des parfumeurs qui sont fonctionnels, d'autres qui sont dans la parfumerie fonctionnelle, d'autres qui sont dans la parfumerie de luxe, dans la parfumerie de niche. Dans tous les cas, c'est très important. On travaille sur la même palette de couleurs, hein, pour reprendre une analogie avec un peintre, par exemple. Le sens de l'olfaction, c'est primordial. Je veux dire, vous n'avez pas aujourd'hui de détergent sans parfum. Ça peut paraître étrange, mais la fraîcheur, ça fait partie du bénéfice d'un cycle de lavage. Et donc, il est très important d'avoir de bons parfums dans les détergents, mais comme pour les produits d'hygiène, comme pour les produits de luxe. L'être humain, je veux dire, en France, on est surtout habitué avec, je veux dire, Baudelaire et tous les poètes ont largement évoqué le rôle important en termes de mémoire, en termes de souvenirs, en termes de bien-être aujourd'hui du parfum. Et c'est très important de continuer. Bien évidemment, il faut le faire avec des molécules qui sont éprouvées par les tests que fait l'IFRA. Et qui sont bien évidemment parfaitement sécurisés pour les consommateurs. Donc on l'a dit, l'IFRA est né il y a 50 ans pour garantir la sécurité de l'usage des parfums. Est-ce que, Jennifer Dortz, vous pouvez nous parler un peu plus de cette histoire et de la naissance de l'IFRA ? Oui, bien sûr. Si on remonte un petit peu dans le temps, dans le début des années 1960, les maisons de parfums menaient déjà leurs propres recherches scientifiques. Mais cela ne se faisait pas de manière systématique ou exhaustive. Et donc, en 1966, le RIFM, qui est l'Institut de recherche des matériaux de la parfumerie, a été créé justement pour combler cette lacune en générant des nouvelles données toxicologiques qui manquaient jusqu'alors. Mais il faut savoir que la seule génération de données ne suffit pas. Il faut savoir les exploiter. Et c'est ainsi qu'en 1973, je suis belge, l'IFRA est né en tant que structure distincte pour justement exploiter les données générées par le RIFM et en faire de la gestion de risque. Et donc, d'une part, on a le RIFM qui génère des évaluations de sécurité. Et lorsqu'un risque potentiel pour l'homme ou pour l'environnement est identifié, l'IFRA va alors, à ce moment-là, gérer, maîtriser le risque via l'élaboration d'une norme, les fameux standards IFRA, comme on les connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire qu'il y a derrière l'IFRA. Et du coup, de manière générale, comment, à partir du moment où on a des données, comment elles s'élaborent, ces normes IFRA ? Alors, le processus d'élaboration des normes est un long procédé. À l'heure actuelle, on travaille sur des cycles de 3 ans. Donc, environ tous les 3 ans, un nouvel amendement est publié. Le procédé est bien défini. Il contient plusieurs étapes. Et les étapes clés, donc, ce sont les évaluations de sécurité qui sont réalisées par le RIFM, qui va combiner les données toxicologiques avec des données d'exposition. Ces évaluations sont ensuite examinées et validées par un groupe d'experts indépendants. Et lorsqu'un risque est identifié, donc lorsque l'utilisation actuelle n'est pas soutenue, l'IFRA en est informé et l'IFRA va donc établir une norme. On a 3 types de normes, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. Donc, les normes, elles peuvent soit interdire l'utilisation de certains ingrédients. Principalement, il s'agit plutôt de normes restrictives, donc elles vont définir des concentrations à ne pas dépasser dans les produits finis. Et on a un autre type de norme qui établit des exigences, par exemple en matière de pureté. Et donc, une fois que ces normes sont établies, il faut savoir qu'il y a une étape qui est importante, qui est la consultation des parties prenantes. Donc, les normes sont partagées avec l'ensemble des maisons de parfums, des différentes entreprises de la filière, des membres de nos associations nationales, des utilisateurs en aval, pendant une période de 3 à 6 mois.
Donc les différentes parties prenantes sont amenées à commenter ces normes. Et ensuite, nous intégrons l'ensemble de ces commentaires pour les finaliser. Et c'est là que vient la publication d'un amendement qui a lieu environ tous les 3 ans. Et on parle beaucoup, il y a un amendement dont on parle beaucoup, qui a fait beaucoup de bruit, c'est le 49e. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail et nous expliquer pourquoi ? Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que là, on va toucher à la méthodologie qui est derrière. Donc en effet, le 49e amendement a été publié donc maintenant en janvier 2020, donc ça fait 4 ans. Et cet amendement, il a été important. Pourquoi ? Parce qu'il a entraîné la révision d'un grand nombre de normes qui étaient déjà existantes suite à la mise à jour des méthodologies qui sont utilisées par le RIFM pour effectuer les évaluations de sécurité. Donc il faut savoir que ces évaluations de sécurité, les méthodologies qui sont derrière sont récemment, périodiquement révisées et adaptées en fonction des avancées scientifiques. Donc ce n'est pas un modèle figé, on prend en compte les avancées scientifiques et également toutes les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes qui sont mises à disposition, qui inclut la réduction vers l'expérimentation animale. Et donc, tout ça fait que les méthodologies changent et donc les standards doivent être révisés. Super. Oui, et du coup, il y a une autre partie que j'ai mentionnée, dont j'aimerais bien qu'on parle du rôle de l'IFRA, c'est celui de la défense des matières premières auprès des autorités. Donc il y a justement récemment il y a eu une proposition de l'Union européenne d'une révision du règlement CLP qui porte sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges chimiques dont font partie les matières premières qu'on utilise en parfumerie. Quel était, Aurélie Péricher, le danger que provoquait cette révision ? Et quel a été le travail de l'IFRA derrière pour défendre les matières premières et l'industrie du parfum ? Merci Jessica. Donc c'est vrai que Jennifer a mentionné aussi tout le travail scientifique et de réglementation au niveau des standards, mais IFRA porte aussi la voix des entreprises et des maisons de parfum au niveau européen et au niveau mondial. Et notre objectif, c'est aussi de défendre les intérêts de ces entreprises et de s'assurer que les législations qui seront adoptées demain sont fonctionnelles, sont proportionnées aussi pour le secteur, et qu'elles permettent de continuer aussi à innover en matière d'ingrédients de parfumerie. Et donc, comme toute substance chimique, les ingrédients de parfumerie doivent se conformer à la législation chimique. Et en Europe, on a notamment la législation CLP que vous avez mentionnée, qui est une des pierres angulaires de la législation chimique européenne. Et donc, de manière générale, notre travail, ça a été de s'assurer qu'on allait continuer à avoir des classifications justes pour les ingrédients de parfumerie au niveau européen, qu'on n'allait pas aller vers une surclassification de ces ingrédients, notamment pour les matières qu'on qualifierait de complexes, c'est-à-dire les ingrédients naturels, comme les extraits de plantes, les huiles essentielles, les absolus, qui sont constitués de plus d'un constituant, et donc qui risquait une possible surclassification qui aurait entraîné en fait des restrictions majeures, voire des interdictions en usage cosmétique. Donc notre rôle, ça a été de dialoguer aussi avec les autorités européennes, la Commission européenne, le Parlement et les différents États membres au niveau des 27 pays de l'Union européenne pour s'assurer que les règles, elles fassent sens et elles soient proportionnées pour le secteur. Du coup, là, ça, on peut peut-être parler du fait que finalement, il n'y a pas de révision de l'état actuel, de ce que ça a donné en fait. En fait, finalement, le résultat, c'est qu'on a réussi à maintenir en fait le statu quo, c'est-à-dire que au niveau
pour aller en technicité, de la classification de ces substances naturelles complexes, comme les huiles essentielles, les absolus, les extraits de plantes. On a réussi à maintenir le statu quo pour la classification de ces substances. Donc, c'est-à-dire qu'on peut utiliser toutes les données disponibles pour leur classification, que ce soit sur les constituants ou sur la substance en elle-même. Oui, du coup, c'est le statu quo, c'est-à-dire c'est ce qu'on faisait jusqu'alors et qui va continuer à être fait. Et donc, ça garantit toujours la sécurité. Si je peux juste ajouter quelque chose à ce que Aurélie a dit. Donc, en effet, donc le rôle de l'IFRA est de représenter les intérêts des maisons de parfum. Mais dans notre plaidoyer, il y a un atout majeur, bien évidemment, c'est les outils. On vient avec des outils auprès des autorités. Donc les outils qui sont développés par le RIFEM et l'IFRA, et notamment les normes, sont vraiment un atout majeur dans notre plaidoyer pour arriver justement à ce genre d'accord. Et on peut parler du coup alors quand il y a des restrictions, il y a un besoin de développer de nouvelles matières premières, de nouvelles molécules plutôt. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de ça, Thierry Audibert, comment, voilà, dans votre expérience de parfumeur, vous avez expérimenté ça? Alors oui, en effet, donc bien évidemment, en amont de tout ce qui se passe sur le RIFEM et l'IFRA, les maisons de parfumerie se mettent en route pour essayer de trouver des alternatives, dans le sens où si une molécule venait à manquer ou alors à être, je dirais, classifiée d'une façon où on ne peut plus l'utiliser, et ça arrive, et on puisse avoir une alternative. Alors bon, j'ai eu la chance aussi de gérer la recherche chez Givaudan, et on a vu arriver le problème du lilial. Le lilial, c'était quand même une belle molécule inventée par Givaudan, une molécule importante qui était devenue pas très chère, parce que finalement, au bout de 30 années d'optimisation du process, on arrive toujours à faire des prix intéressants. Et donc, c'est un travail qui est long, qui prend plusieurs années, qui demande beaucoup d'investissement. D'abord, pourquoi le lilial était éventuellement CMR1B et puis 1B, qui a été le cas finalement. Donc, comprendre tout le métabolisme dans les cellules du lilial. Donc, c'est des travaux qui demandent des interventions de biologistes et de biologistes moléculaires. On a compris ce qui se passait sur le lilial, et on a mis au point des modèles en se disant peut-être si on arrivait à faire ça, la molécule ne devrait pas avoir le même profil toxicologique. Par contre, bien évidemment, il fallait qu'elle ait le même profil olfactif. Et certains d'entre vous ont peut-être été exposés à cette molécule, puisqu'elle a été libérée, elle a été captive pendant quelques années, ça s'appelle le nymphéal. Et cette molécule, en fait, est un isomère du lilial, mais sans la problématique du lilial, puisqu'on a toutes les données qui peuvent démontrer. Simplement pour expliquer, c'est beaucoup d'années de travail. C'est un travail qui demande plusieurs types de disciplines. Il y a des acheteurs, parce qu'il faut savoir ce qu'on va acheter comme produit de départ, de chimistes bien évidemment, de chimistes de process, d'investissement dans le process, de toxicologues parce qu'il va falloir tester, très tôt, de personnes dans le quality control, parce qu'en fonction des différents types d'isomères, on peut aussi avoir des réponses réglementaires et toxicologiques qui vont influencer. Donc, ce travail qui se fait par itération, ça dure presque 10 ans. Mais là, on est content parce que, alors, il n'y aura jamais un remplacement un pour un. Ça, c'est pas possible. J'en suis convaincu. Il y a une molécule, elle a un impact sur les récepteurs olfactifs. Cette molécule a un profil olfactif. Bon, on va jamais pouvoir trouver une autre molécule qui a exactement le même profil. D'abord, physico-chimiquement, si on rajoute un carbone, on en enlève un, ou une double liaison, ou un méthyle en plus, il va y avoir des différences en termes de performance, mais aussi en termes de rendu olfactif. Et pour ça, c'est obligé donc de travailler avec les parfumeurs. Et il y a un groupe de parfumeurs qui travaillent avec la recherche pour se dire, est-ce que c'est un remplacement? Et si c'est un remplacement, c'est combien? 1 pour 2, 2 pour 3? Est-ce qu'on ne fait pas aussi une combinaison avec d'autres molécules? Tout ça pour que le jour où on l'a, si c'est une combinaison avec une autre molécule, il faut que l'autre molécule, on l'ait aussi au niveau des achats. Voilà, donc c'est un travail de groupe et c'est un travail qui est passionnant en fait. Voilà. Donc, ça veut dire que oui, il y a des contraintes pour l'industrie,
Mais d'un autre côté, c'est aussi des opportunités d'innovation pour trouver des nouvelles molécules. Parce que ce qui est très important, et grâce à l'IFRA, je crois qu'on peut tous remercier l'IFRA, c'est qu'il faut que la palette, elle continue à être diverse. Si demain la palette, elle fait plus que 150 matériaux, je peux vous assurer que cette industrie, elle va vivre différemment. Elle ne sera pas du tout dans les mêmes conditions et dans le même niveau de qualité. Et puis, ce qu'on va fournir comme parfum, on sera tous obligés d'avoir un peu les mêmes parfums. Voilà. Donc, la diversité sera toujours la source de création. Il y aura des normes. Les parfumeurs savent maîtriser les normes, éventuellement avec l'aide de chimistes pour avoir des nouvelles molécules. Idem pour les encapsulations. Vous savez qu'au début, on est parti sur des encapsulations qui avaient du formaldéhyde, puisque c'était essentiellement mélamine formaldéhyde. Et on est arrivé vers des encapsulations qui sont beaucoup plus douces, qui n'utilisent pas de molécules dangereuses et qui sont biodégradables. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que vu le succès de l'encapsulation dans les domaines comme l'assouplisseur, les lessives liquides, on a satisfait les consommateurs parce qu'on voit très bien aujourd'hui que si on passe pas par une encapsulation, on n'a pas les mêmes résultats, surtout après séchage, puisque c'est là où le consommateur apprécie énormément. C'est le résultat du travail, finalement, et de la ménagère et de la machine à laver. Et du ménager. Je ne sais pas s'il y a la ménagère et le ménager, mais il faut faire attention aujourd'hui. Voilà. J'ai une question qui me vient à l'esprit quand on parlait de la temporalité. Du temps long en fait qu'il faut pour développer une nouvelle molécule, etc. Peut-être préciser aussi le temps qui est disponible après pour appliquer les normes, quand il y a un nouvel amendement. Est-ce que l'une de vous veut bien réexpliciter un peu la temporalité d'application? Jennifer Dortz. Oui, donc en effet, lorsque l'on publie un amendement, et d'ailleurs le dernier a été publié ici en juin 2023, le 51e amendement, parce que depuis le 49e, il y en a eu 2, on publie toujours les amendements avec ce que l'on appelle les délais de mise en application. Et là aussi, les délais qui sont publiés, ça dépend, nouvelle création ou création existante. Donc, nouvelle création, les délais sont pour les restrictions de 9 mois. Et alors, pour les créations existantes, elles sont de 28 mois. Tout ça, c'est le fruit de discussions avec les maisons de parfum, avec les utilisateurs en aval. Et voilà. Donc, il y a effectivement des timelines à respecter, mais elles sont prises les discussions sont faites pas qu'au niveau de l'IFRA. Oui, ça c'est très important parce que non seulement il y a le travail du parfumeur, mais il faut que le client soit informé, puisqu'on a parlé de la classification, labeling et packaging, CLP. Bien évidemment, il y a certaines reformulations qui vont impacter le labeling des ingrédients sur le packaging final. Et là, c'est nos clients qui sont obligés de faire le nécessaire pour... Et donc, c'est un travail, je dirais, de toute la chaîne de valeur entre le parfumeur qui reformule, les acheteurs qui achètent les bonnes matières premières, ceux qui pèsent, mais aussi derrière, les manufacturing, mais derrière aussi que le commercial informe bien le client que malheureusement l'étiquette elle va devoir changer aussi, et là c'est pour ça qu'il y a ces délais d'implémentation, parce qu'il y a quand même une chaîne logistique qui est assez complexe. Comment, en tant que parfumeur, société de composition, vous avez l'information de nouvelles normes, des nouveaux amendements du coup? Alors les amendements sont attendus avec grande impatience, ça c'est clair. Toute maison de parfumerie a des représentants, soit au travers de Prodarome, par exemple, avec Philippe qui est dans la salle. Les gens se mettent au courant et bien en avance. Donc c'est beaucoup de travail de communication, de transparence aussi par rapport à tous ces problèmes, en indiquant peut-être, en faisant des scénarios planning pour dire si ça ne va pas, il faudra réagir comme ça. Et donc, dès qu'un amendement est paru, il y a un service
réglementaires qui implémentent ça. Alors, ça peut aller de modification des algorithmes de création des parfumeurs dans certaines maisons de parfumerie, où le travail de calcul des normes va se faire différemment, puisque à partir de là, il y a une nouvelle niveau d'exposition ou un niveau hazard level de la molécule, donc dangerosité de la molécule qui a peut-être changé, et ça va entrer dans le système de création du parfumeur, pour que lorsqu'il lance ce qu'on nous appelle do check ou validation de la formulation, je ne sais pas comment on dit en français, mais en tout cas, elles prennent en compte le dernier amendement. Donc ça se fait d'une façon, je veux dire, aujourd'hui, ça se fait assez bien, quoi, ça se fait assez facilement, et je tiens aussi à remercier, par exemple, Philippe et Prodarome, qui font un énorme travail de communication en France, par exemple, où il y a beaucoup de maisons de parfumerie, qui permet d'être au courant de ce qui se passe et de pouvoir en faire en sorte. Ce qui est très important pour donner de la crédibilité à tout ce que fait l'IFRA, c'est que tout le monde bascule en même temps. Parce que s'il y en a qui disent « Oh, mais moi, je vais passer à côté parce que finalement, mon client n'est pas trop regardant. » Non. Il faut absolument que si quelque chose... Vous savez, si l'industrie, on découvre une molécule qui ne va pas, ça vient du fait que toute personne qui a fait la chimie, elle se rappelle que le benzène, c'est un aromatique. Donc le benzène, c'est un aromatique. On ne veut pas du benzène dans nos parfums, ni du toluène. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est conscient que notre palette, c'est quand même des molécules de petite taille, organiques, électroniquement denses, qui vont se faufiler un peu de partout, dans les tissus et tout ça. Et donc, tissus humains aussi. Et donc, quand on a des données qui démontrent que la molécule peut être utilisée, bien évidemment, il faut continuer à l'utiliser. Mais inversement, si les données démontrent qu'il y a un risque, à ce moment-là, il faut le prendre en compte, et il faut que d'un seul homme, je dirais, l'industrie bascule vers un remplacement ou alors des modifications. Et les parfumeurs sont très bons à faire des adaptations aujourd'hui. Merci. Juste une petite dernière, une petite précision supplémentaire, parce que je pense qu'on n'en a pas vraiment parlé. On parle de l'International Fragrance Association, et du coup, on parlait de Prodarome, enfin, vous avez mentionné Prodarome en France. Comment l'IFRA travaille avec le monde entier, en fait? Enfin, comment peut-être expliciter ça, parce que c'est pas forcément clair aux yeux de tout le monde, donc voilà, peut-être expliciter. Effectivement, donc en fait on est répartis par blocs régionaux. Donc ici pour le bloc régional, on a plusieurs associations nationales, dont Prodarome en France, qui est le syndicat national des entreprises représentant les entreprises de l'ingrédient de parfumerie. Et on a une association dans chaque pays de l'Union européenne. Donc pareil en Espagne, en Allemagne, en Italie, Angleterre, etc. Et donc en fait on a des réunions régulières, en fait, tous les mois, avec ces fédérations nationales, pour être sûr qu'il y a une prise de connaissance de tous les développements aussi européens, et de s'assurer que ça va être cascadé au niveau national à toutes les entreprises du secteur. Donc que ce soit des grandes entreprises ou aussi des PME qui fabriquent des ingrédients de parfumerie. Et ce modèle, il est répliqué dans tous les différents blocs régionaux de l'IFRA. Donc on aura la même chose aux États-Unis, LATAM, Asie-Pacifique, etc. Et l'objectif, c'est aussi de faire remonter l'information, c'est-à-dire quand on a des soucis, des problématiques au niveau national, c'est discuter aussi au niveau européen, par exemple, avec nos différents partenaires, pour voir quels vont être les enjeux, les risques, et comment trouver des solutions en tant que secteur. Et donc, juste pour compléter ce qu'Aurélie a dit, donc les bureaux de l'IFRA se situent à Bruxelles, où il y a l'équipe globale et l'équipe Europe. Mais on a également 2 personnes au Brésil qui représentent la région LATAM. Et on a également un bureau en Inde et également dans la région Asie-Pacifique. Donc voilà, on est présent globalement. Merci beaucoup. On va clôturer cette table ronde. Voilà. Merci à tous et toutes, et merci à vous. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.